parle santé avec notre invité Stéphane Besançon, directeur général de l'ONG Santé Diabète. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, le monde connaît une crise sanitaire sans précédent. Comment s'est organisée votre ONG face au Covid-19? Alors, on a vraiment voulu répondre à nos patients qui sont vraiment très fragiles face à cette crise, qui sont très à risque. Donc, d'essayer de prévenir au maximum pour qu'on puisse avoir le moins de cas graves et le moins de décès surtout possible dans les patients. Donc, vraiment, ça a été une réponse de prévention, prévention, prévention. Ça a été le mot d'ordre général sur toutes nos équipes, sur les différents pays sur lesquels on est déployé. Je vous propose d'aller à Bamako à présent où Jean Kassim pose une question au micro de Kaoru Magassa. On parle des personnes à risque. Moi, je voudrais juste savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup de cas ici en Afrique, comme dans le reste du monde. C'est une question que beaucoup de monde se pose. Pourquoi il y a peu de cas en Afrique? Alors, c'est pas totalement démontré, mais on pense réellement que c'est lié surtout à la pyramide des âges et à beaucoup de cas peu graves et peu symptomatiques, plutôt qu'à peu de cas. Mais le virus circule quand même. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, notamment sur les personnes qui sont fragiles et qui sont à risque. Autre question, toujours à Bamako, cette fois de Bachir Konaté. Quelles conséquences le Covid-19 pouvait avoir sur les personnes présentant des maladies comme le diabète? Alors, il est important de rappeler que les diabétiques ne sont pas plus contaminés que les autres, mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils se protègent puisqu'ils font des formes plus graves. Et du coup, dans la mortalité qu'on constate dans le monde entier, qu'on soit en France, aux États-Unis ou en Afrique, il y a beaucoup de patients diabétiques et diabétiques obèses. Donc, c'est très important d'éviter qu'ils fassent des formes graves, donc de prévenir au maximum la contamination parce qu'ils peuvent autrement avoir des formes très graves et en décéder de la maladie dans des cas qui sont très fréquents. Vous avez quel retour de vos équipes au Mali, notamment concernant les personnes diabétiques? Aujourd'hui, on a mis une réponse vraiment en lien avec le ministère de la Santé très forte. Donc aujourd'hui, on a plutôt des chiffres qui sont très intéressants, une mortalité qui est relativement faible et des patients qui sont relativement protégés. Mais ça reste quand même des patients âgés, fragiles souvent. Donc il faut faire redoubler d'attention, et vraiment repasser ce message à chaque fois, de faire très très attention. Mais les nouvelles sont plutôt bonnes par rapport à ce qu'on a pu espérer, ce qu'on a pu craindre voilà, donc on espère des jours qui continuent comme ça, qu'on n'ait pas une seconde vague et que les patients continuent à se protéger au mieux. Retournons à Bamako avec cette fois une question d'Aïdara Bassala. Par rapport aux personnes à risque, disons les personnes un peu plus âgées, comme ils sont souvent avec les petits-enfants qu'on dit porteurs sains, quel est le risque que ces personnes peuvent encourir justement? Il n'y a pas que les diabétiques qui sont concernés par... Non, c'est tous les patients chroniques et les patients âgés. Alors chronique, c'est hypertension, c'est diabète, c'est plusieurs maladies. Et c'est vrai que là, il faut faire très attention parce qu'on a souvent des jeunes qui peuvent être porteurs non symptomatiques. Et donc, il faut vraiment respecter au maximum les mesures barrières, le port du masque, la distanciation, le minimum de contact pour vraiment protéger les personnes plus fragiles. C'est vraiment la base. Et ça fonctionne plutôt pas mal pour le moment. On le voit là actuellement. Donc, il faut vraiment continuer comme ça et que les gens prennent vraiment conscience que par leur acte à eux, ils protègent aussi les autres. Et c'est vraiment le message fondamental, c'est ne pas regarder que si on est symptomatique ou pas et si on va faire une forme grave ou pas, mais qu'est-ce que ça peut engendrer pour l'autre et comment on protège aussi ses aînés et les personnes fragiles. Dernière question qui nous vient de Bamako, elle est de Mamadou Keïta, toujours au micro de Kaoru Magassa. J'ai des parents diabétiques, donc à chaque que je cherche le diabète, c'est une maladie héréditaire. Donc à mon âge, je dois m'inquiéter de mon santé. Bon, ça dépend. Alors on va dire que ça dépend vraiment l'hérédité. Alors le diabète n'est pas une maladie qui se transmet génétiquement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas parce que les parents sont diabétiques qu'on devient automatiquement diabétique. Par contre, on a beaucoup plus de facteurs de risque, donc il faut faire plus attention, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie plus saine, faire plus attention à son alimentation et faire plus d'activité physique. Et normalement, si on ne respecte pas, on n'a pas plus de chances de devenir diabétique que quelqu'un de lambda. Par contre, si on ne fait pas attention à ça, on a effectivement des voyants rouges qui s'éclairent, il faut faire attention. Donc j'allais dire, soyez prudents si vous avez des parents diabétiques, mais ne craignez pas, ce n'est pas une fatalité, pas du tout. Il y a une chose clé aussi, c'est le dépistage aussi qui est important. Tôt. Oui, très très important. Dès qu'il y a des premiers symptômes, donc les symptômes c'est souvent de boire beaucoup, d'uriner beaucoup, d'avoir des grosses fatigues, des plaies qui guérissent pas, qui se prolongent. Dans ces symptômes-là, il faut tout de suite aller au centre de santé ou à l'hôpital et faire une glycémie, une mesure du sucre dans le sang. C'est très simple, c'est indolore. Et en quelques minutes ou quelques heures, on sait si on est diabétique ou pas et du coup, on peut agir ou continuer à prévenir et à se protéger. Alors, quels outils vous avez mis en place au sein de votre ONG pour faire face à l'épidémie? Notamment, quelle stratégie au niveau de la prévention
Alors l'idée, ça a été déjà de passer le message au plus grand nombre de diabétiques possible. Donc on avait des grands fichiers de patients qui sont pris en charge dans les hôpitaux qu'on appuie avec le ministère de la Santé. On a fait une première campagne SMS déjà pour leur dire le Covid c'est quoi, pourquoi vous êtes plus à risque, pourquoi vous devez faire attention et comment. Donc là vraiment on a fait de la masse et après on a proposé aux patients qui étaient intéressés de s'inscrire sur des chaînes de téléconsultation WhatsApp avec des endocrinologues et diabétologues qui eux assuraient du coup un suivi à distance pour éviter que les gens aillent dans les consultations trop souvent et risquent de s'infecter ou risquent d'être en contact de malades. Et puis aussi pour soulager le système qui était quand même mis à rude épreuve par le Covid, donc pour libérer des ressources aussi. Et ça a très très bien fonctionné. C'est tout nouveau finalement, cette gestion des réseaux sociaux, de WhatsApp notamment, SMS, pour garder un lien finalement avec les patients diabétiques. Oui, alors c'est quelque chose dont on parlait beaucoup, donc on a, j'allais dire, expérimenté réellement avec le Covid. Ça a été très intéressant et c'est quelque chose qu'on est en train de discuter, de voir comment le poursuivre parce qu'il y a une vraie communauté qui s'est créée entre les soignants, les patients, donc des vraies communautés de pratique et de se dire comment on peut aller plus loin et comment on peut pérenniser ça grâce à l'expérience du Covid, comment on peut l'étendre aussi, puisque là ça a été des expériences pilotes pour essayer de prévenir au maximum de gens et comment on étend ça vraiment et on le passe à échelle. Quel est l'impact de l'épidémie dans les pays où vous êtes présent sur le suivi des diabétiques? Alors, aujourd'hui... Est-ce qu'ils sont moins présents justement pour les consultations? L'alpha et l'oméga, c'était, j'allais dire, au niveau du système de santé, énormément de ressources humaines, de ressources techniques ont été reroutées vers le Covid. Donc, c'était d'être sûr qu'il y ait le minimum qu'il faut pour les patients et qu'on ne se retrouve pas juste avec un système de santé Covid. Et la chance qu'on a eue au Mali, c'est que le ministre de la Santé qui était en place à ce moment-là, Michel Sidibé, a vraiment insisté avec d'autres ONG comme nous et d'autres partenaires pour que justement on fasse très attention de ne pas rerouter toutes les ressources sur le Covid. Et ça a permis de maintenir des consultations, de maintenir un accès aux soins pour plusieurs maladies. Et les chaînes WhatsApp sont venues, j'allais dire, renforcer cela pour donner un autre accès qui n'était pas que physique. Parmi les autres conséquences de cette crise sanitaire, il y a la pénurie d'insuline qui s'est accentuée. Alors, en fait, la grande problématique qu'on a eue, c'était un moment avec la fermeture des frontières un peu de partout, et puis les avions qui ne volaient pas, c'était comment on réapprovisionne en insuline. Donc, ça a été vraiment un travail logistique très dense de nos équipes, avec d'autres équipes, d'autres structures, notamment l'OMS, pour arriver vraiment à réapprovisionner et à faire qu'on puisse avoir dans des avions cargo un peu spéciaux médicaments suffisamment d'insuline pour réapprovisionner le pays et être sûr qu'on n'arrive pas en rupture de stock puisque l'insuline, c'est à peu près moins de 24 heures, les gens décèdent. C'est vraiment un médicament vital. Sans insuline, on ne peut pas survivre. Donc c'était vraiment une question cruciale qu'on a réussi à remplir, j'allais dire. On espère qu'il n'y aura pas une autre crise de la même sorte parce que c'était vraiment un casse-tête énorme pour arriver à approvisionner des très grosses quantités d'insuline pour l'ensemble du pays. Et au-delà de cette crise sanitaire, l'insuline, c'est un problème, notamment pour certains pays? Alors c'est un problème de coût notamment, puisque l'insuline est très chère. 3 laboratoires se partagent quasiment le marché mondial, donc il y a un vrai monopole sur les prix. Et pour l'Afrique, c'est la grosse bataille. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on arrive l'année prochaine, en 2021, où c'est le centenaire de l'insuline qui a été découverte il y a 100 ans et qui est encore peu disponible dans la majorité de pays africains. Donc c'est une des grosses batailles, j'allais dire, sur la scène internationale qu'on va démarrer à partir de septembre ou octobre. C'est de faire de ce centenaire un vrai événement pour qu'il y ait une vraie disponibilité de l'insuline, comme il y a pu en avoir sur d'autres médicaments par le passé. Et c'est vraiment, là, on profite de l'antenne pour lancer un appel à tous les décideurs aussi. Il faut y aller parce que c'est des milliers de patients qui aujourd'hui souffrent très fort. D'accord, ça sera ma dernière question. Vous travaillez notamment au Mali. J'imagine que le climat sociopolitique actuel ne facilite pas les choses? Non, parce qu'on a besoin, nous, surtout une ONG comme nous, on travaille vraiment avec les mécanismes de l'État, donc on a besoin le plus rapidement possible, retour aux mécanismes de l'État les plus fonctionnels possibles pour qu'on puisse donner tout l'appui qu'on peut au ministère de la Santé et que les patients puissent continuer à bénéficier de tout ce qu'ils doivent bénéficier. Merci beaucoup Stéphane Besançon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ONG Santé et Diabète. Merci.